Donc, bonjour à tous et à toutes qui ont joint ce webinaire. Donc, déjà, on va commencer par une petite présentation. Donc, je suis Michael Essérard, je travaille pour AMS depuis 2012 et je suis chimiste de formation. Du coup, j'ai fait un master de chimie analytique euh, à l'université d'Orsay. Donc, le sujet du webinaire aujourd'hui, c'est les solutions que AMS Alliance propose dans le cadre de l'analyse des eaux usées. Et donc, on va pouvoir commencer. Je vais vous donner au début, pour commencer les présentations. Alors, ça va aller comme ça. Donc là, c'est juste les rappels concernant le webinaire. Donc, globalement, c'est une présentation qui va durer une quarantaine de minutes, questions inclus. Pour poser vos questions, il y a une option Q&A que vous trouverez en haut de l'application Zoom sur laquelle vous pouvez poser vos questions. Les réponses seront données en fin de présentation. Ce webinaire est enregistré, donc on vous fera parvenir le lien de la vidéo par email. Et enfin, on va vous demander de désactiver vos micros. Je crois que de toute façon, par défaut, les micros sont désactivés. Donc ça, vous n'avez pas à vous en faire pour les micros. Alors, pour commencer, déjà, je vais vous représenter la société. Donc aujourd'hui, AMS Alliance, c'est une société qui était un peu plus connue. Aujourd'hui, on se présente aussi sous le nom de KPM Analytics, d'AMS Alliance. Donc, je vais juste vous faire un petit récapitulatif. Donc, en fait, KPM Analytics, c'est le nom du groupe. Donc, c'est un leader d'instrumentation scientifique qui est axé sur l'analyse de la qualité dans le secteur de l'environnement, de l'agroalimentaire, de l'agriculture, de l'industrie et du clinique. Donc, ça, c'est la société mère qui se trouve aux États-Unis. Et la marque, entre guillemets, de KPM qui va être le sujet aujourd'hui, donc c'est AMS Alliance. Donc AMS Alliance existait avant KPM Analytics. C'est une société qui existe depuis plus de 30 ans. C'est la fusion d'Alliance Instruments qui était un fournisseur de flux continu et du groupe AMS qui est un groupe italien qui était fournisseur, enfin qui est toujours fournisseur d'ailleurs, d'appareils d'analyse séquentielle pour le domaine clinique. Et donc, AMS Alliance, c'est la fusion de ces deux groupes. Et donc, cette marque continue à produire et à fournir, du coup, des appareils de type flux continu et des appareils de type séquentiel dans différents types d'applications, dans le laboratoire, dans l'eau, dans les sols, dans les boissons, dans les denrées alimentaires et dans les produits laitiers. Donc, AMS Alliance est une marque du groupe KPM, et KPM est donc une marque et donc un groupe qui regroupe 8 marques aujourd'hui. Alors, le sujet du webinaire, donc, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, le traitement des eaux usées et les analyses les solutions qu'AMS va pouvoir apporter dans le cadre de traitement des eaux usées et de l'analyse des eaux usées plutôt que le traitement. Et donc là, en l'occurrence, déjà, on va commencer par se poser la question du fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées. Donc là, on visualise un schéma, donc que ce soit à des buts municipaux ou dans le cadre d'eau industrielle, la station d'épuration a pour objectif de débarrasser les eaux usées de tout ce qu'elle peut avoir comme produits chimiques dangereux, comme bactéries, également comme concentration trop élevée dans certains ions ou choses comme ça, afin de les rendre aptes à être envoyés dans un plan d'eau ou à être réutilisés. Donc globalement, dans le cadre de stations d'épuration, ce qui va nous intéresser, ça va être l'analyse de l'eau d'entrée, donc qui sera une eau de type chargé, type sale, et de mettre en place des étapes, qu'elles soient physiques, qu'elles soient chimiques, qu'elles soient bactériennes, pour pouvoir du coup traiter cette eau et la rendre propre entre guillemets à la consommation et du coup pouvoir la libérer et la faire sortir de la station d'épuration. Pour être sûr que le traitement fonctionne correctement, il va y avoir une multitude de mesures qui vont être faites aux différentes étapes. Donc, on va regarder. Donc là, dans le cadre d'AMS, parmi les mesures, on va distinguer trois principales étapes. Donc, va avoir l'échantillon eau usée, donc qui sera vraiment l'eau
avant l'entrée dans la station d'épuration. Donc là, ça va être intéressant de la caractériser pour savoir les traitements qui sont à faire. C'est très différent que ce soit de l'eau industrielle ou de l'eau de type de consommation ou eau municipale. Mais l'idée est quand même la même. Il faut toujours pouvoir caractériser l'eau d'entrée pour savoir si déjà notre station d'épuration va être apte à traiter ce type d'eau, si les concentrations sont correctes, s'il n'y a pas d'étonneurs dans des produits pour lesquels la station d'épuration n'a pas été conçue, etc. Donc c'est toujours une étape très importante. Ensuite, dans le 1, on va avoir des analyses qu'on va faire tout au long du cycle du traitement de l'eau usée. Donc là, typiquement, on va penser au cycle de l'azote. On va avoir des mesures des différents azotes, des phosphores, les DCO, les DBO, etc., qui vont être faites tout au long des étapes, à différentes étapes, pour vérifier si, encore une fois, la station d'épuration va être en mesure de traiter l'eau et au fur et à mesure de voir si les traitements fonctionnent et si les étapes ont bien l'effet escompté. Et enfin, du coup, en fin de processus, on aura toujours un intérêt, évidemment, et une obligation de faire des mesures sur les échantillons qu'on va rejeter, donc entre guillemets la qualité de l'eau après traitement. Donc là, au stade du rejet, les tests vont permettre de s'assurer que les eaux sont conformes aux réglementations locales et que du coup, on ne dépasse pas les seuils des agréments, etc. Donc si on revient rapidement en arrière, globalement, on voit qu'on va avoir des analyses au niveau de la petite maison, entre guillemets, sur le schéma. Hein. Du coup, c'est avant l'entrée, globalement. Puis après, au cours des différentes étapes, du coup, c'est ce qu'on appelle le 1. On va suivre un petit peu la vie de notre eau, vérifier les teneurs dans les différents ions, l'oxygène dissous, etc. Et enfin, du coup, le dernier type, là, le 2, ce serait plutôt au niveau du 8, enfin au niveau du 7, pardon, avant de libérer l'eau, s'assurer que l'eau soit conforme aux agréments et qu'on ait bien le droit de la rejeter. Voilà donc pour un peu les étapes. Alors l'idée maintenant, ça va être en fonction des étapes qu'on vient de présenter, c'est de vous dire, voilà, quelles sont les solutions KMS a pour chacune, entre guillemets, de ces étapes et qu'est-ce qui est le mieux en fonction. Donc déjà, on va se concentrer sur les étapes de zéro, entre guillemets, donc avant, afin de caractériser l'influent, donc l'eau d'entrée, et de s'assurer de l'absence ou du faible impact sur le réacteur biologique secondaire. Donc, on va toujours mesurer sur des eaux d'entrée les différents paramètres, donc le débit journalier, la température, la DBO, la DCO, les matières en suspension. Donc ça, c'est des choses pour lesquelles des méthodes existent et pour lesquelles AMS ne fournit pas d'appareil. Nous, les paramètres sur lesquels on va pouvoir avoir une action, sur lesquels on a des appareils qui permettent de faire des analyses, ce sera pour les données type pH, alcalinité, les azotes totaux, les azotes GELDAL, globalement tout le cycle de l'azote, hein, donc l'azote ammoniacal, mais aussi les NO2, les NO3, les azotes organiques, et aussi les TP, les phosphores totaux, et les phosphores totaux et les phosphates. Donc ça, c'est vraiment des analyses qui vont être faites. Alors, je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main. Je sais pas. Je sais pas. On va peut-être pas lever la main. Pour la levée de main, si ça vous dérange pas, on fera plutôt à la fin. Parce que là, je vois que Monsieur Bouchereau lève la main tout le temps. Oui, si je me permets, visiblement, il y a un problème pour voir la présentation. Est-ce que c'est le cas Alors, pour j'ai tout mis le Monsieur monde? Bouchereau. Normalement, je vous ai donné la parole, Monsieur Bouchereau. Est-ce que... Attendez, non, je ne sais pas pourquoi votre micro est désactivé. Normalement, vous pouvez activer votre micro. Vous allez avoir la fonctionnalité. Normalement, tout le monde peut parler maintenant. Ou sinon, est-ce que vous pouvez taper la question? Perso, je ne vois rien. Je n'ai pas de micro. Mais je ne vois pas votre présentation. Ah, donc pourquoi vous ne voyez pas? Vous voyez la présentation, Delphine, tu la vois du coup? Oui, je la vois. Alors, est-ce que d'autres personnes peuvent me dire s'ils voient la présentation, à part Monsieur Bouchereau qui ne la voit pas?
Alors, Monsieur Boucheron, il n'y a que vous qui ne voyez pas la présentation. Alors là, souci technique sur Zoom, souci technique sur Flux, je maîtrise. Souci technique sur Zoom, je suis moins calé. Je vous laisse essayer sur votre téléphone et puis du coup nous redire. Très bien. Bon, je vais reprendre là où on en est. Euh, tac. Alors, attendez, parce que moi j'ai plein de fenêtres qui sont ouvertes du coup. Donc désolé pour ce petit délai technique. Oui, donc sur voilà, sur la partie entrée et donc eau usée, eau chargée, les solutions favorisées dans le cadre de AMS, ce seraient les solutions de type flux continu. Donc là, c'est pour ça que vous voyez une photo de Futura. Euh, et on va voir pourquoi on va favoriser plutôt le flux continu, donc une analyse pas très neuve, mais toujours fonctionnelle, qui a de grands avantages pour les eaux usées. Donc, la technologie de flux continu que propose AMS et avant Alliance Instruments, donc depuis des années et des années, c'est du coup le Futura. Donc, c'est un analyseur à type flux continu, c'est-à-dire que vous avez, sur des analyseurs à type flux continu, vous allez avoir votre échantillon, vous avez un principe de passeur d'échantillon, on va voir tout à l'heure, sur lequel vous allez bien entendu mettre vos échantillons. Mais ensuite, vous allez avoir en flux continu un pré-traitement en ligne. Alors, ça n'empêche pas forcément toute filtration. Si vous avez beaucoup de MES, il faut quand même filtrer. Mais on va dire qu'excepté la filtration, il n'y a pas beaucoup d'autres étapes qui sont nécessaires de faire en pré-traitement de l'échantillon. Voilà. C'est le gros intérêt du flux continu. Donc là, on vous a mis en exemple une cassette analytique pour l'analyse de l'azote total, pardon. Et en fait, on voit qu'en flux continu, on va avoir la possibilité d'avoir des modules de type bain-marie, donc avec des chauffes à 70 degrés. Vous allez avoir la possibilité d'avoir des digestions UV avec des lampes UV. Vous allez avoir la possibilité d'avoir des dialyseurs pour des eaux sales, pour faire de la séparation, par exemple, de protéines qui auraient des grandes tailles ou des choses comme ça. Vous allez avoir la possibilité sur des paramètres qu'on n'a pas cités, mais qui peuvent quand même être intéressants pour les données d'entrée, notamment en eau industrielle, de cyanure, de phénol. Vous allez avoir la possibilité d'avoir des distillations en ligne. Et donc, en fait, vous avez juste à positionner votre tube échantillon, peut-être filtré si vous avez des photos de MES, sur le passeur d'échantillon. Et après, le passeur se charge d'amener votre échantillon dans la cassette analytique. Et tout le reste se fait sans aucune opération humaine. Donc, c'est assez avantageux. C'est vraiment une technologie qui est favorisée pour les matrices complexes ou pour les, euh, les méthodes chimiques, on va dire, qui nécessitent des pré-traitements, qui ne sont pas juste de la colorimétrie en mettant le réactif en présence de l'analyte. Là, vous n'aurez pas par exemple, si vous prenez le cas du cyanure ou le cas de l'azote total, si vous prenez l'échantillon tel quel, vous le mettez en présence de l'analyte, vous n'aurez pas directement les concentrations, ça ne marchera pas aussi bien. Il faudra d'abord faire toutes les digestions. Il faudra d'abord, par exemple, vous avez dans ce cadre-là une colonne de cadmium pour transformer vos NO3 en NO2. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que va apporter le flux continu sur ces matrices compliquées, c'est le côté pré-traitement de l'échantillon. Donc là, on voit, on a une méthode colorimétrique directe. Pour des TN, on a la possibilité de faire une digestion UV ou des autoclaves. Pour les phosphores totaux, c'est la même chose. On a la possibilité de faire des digestions UV ou des autoclaves. On a la possibilité de faire l'indice phénolique, les détergents anioniques et les cyanures. Globalement, c'est les méthodes qui vont être les plus utilisées en flux continu. C'est la technologie pour laquelle on va favoriser. Donc sur les eaux d'entrée, vraiment, il y a un fort intérêt à utiliser le flux continu pour ces analyses-là. Donc ensuite, on a sur les traitements, donc après sur les tests d'influents et d'effluents, donc là on est sur quelque chose d'un peu plus en cours. Donc si on revient tout à l'heure sur nos 0, 1, 2, là on serait plutôt dans la partie 1, hein, c'est-à-dire la vie de l'échantillon, de l'eau usée au cours de la station d'épuration. Et là pour le coup,
ce qui va nous intéresser, ça va être vraiment la vie de l'échantillon et principalement dans le cadre de ce qu'on est capable d'analyser avec les flux ou les smart chem proposés par AMS, ça va être le cycle de l'azote. Donc vraiment, il va y avoir la partie ammonium, azote ammoniacal, NO2, NO3. Et donc ça peut être mesuré en fait par... donc c'est une chimie qui est moins complexe que de l'azote total ou des cyanures ou des phénols ou des détergents anioniques et qui peut pour le coup être analysé aussi bien par des solutions de type flux continu. Donc là, en l'occurrence, pour AMS, ce serait le Futura, ou par des technologies de type séquentiel, analyseur séquentiel. Donc là, dans le cadre d'AMS, ce serait plutôt des smart chem. Donc, l'intérêt là, dans ce cadre-là, ça va être de doser l'excès d'ammoniac enfin, pas que les excès, en fait, ça va être vraiment de suivre au jour le jour les concentrations, qu'elles soient en ammonium, encore une fois, et dans les différents, en NO2, en NO3, au jour le jour, pour savoir comment agir sur la station d'épuration et également si nos traitements sont efficaces et si on arrive bien à traiter nos eaux usées et si nos étapes sont correctes. Donc, il faut que ce soit mesuré en effluent et en influent et en effluent, bien entendu. Et ça va, voilà, on va suivre en même temps, en parallèle, vous aurez des analyses qui ne sont pas faisables par les appareils d'AMS, mais que sont la DBO, l'oxygène dissous, toutes les surcharges hydrauliques, etc., qui vont être mesurées en parallèle. Voilà. Donc ça, vous n'aurez pas de choix. Donc là, c'est plus une présentation de la gamme de produits, hein. Donc Futura, c'est le produit que propose AMS Alliance pour le flux continu. Donc dans cette technologie, on propose le Futura. Donc c'est le Futura par rapport à d'autres appareils de flux continu, le choix a été fait d'avoir une console dédiée. Donc c'est-à-dire vous avez un paramètre, un module complètement autonome. Euh, le flux continu permet la préparation en ligne des échantillons pour les différentes méthodes d'extraction. Donc, voilà, c'est possible. Vous avez des exigences de chargement des échantillons, des carousels, des échantillonneurs. Donc voilà, là, il y a il y a énormément de possibilités. On va voir tout à l'heure, il y a différentes possibilités d'échantillons en fonction des cadences, en fonction du nombre d'échantillons, en fonction de la taille de l'échantillon, parce qu'il y a différents tubes échantillons disponible. Et enfin, la console, le module Futura a un écran. Donc c'est pareil, on va voir tout à l'heure encore une photo. Donc qui permet de suivre sur l'écran. Bon, il y a un logiciel évidemment, mais il y a aussi un écran indépendant. Donc par rapport aux paramètres, il y a possibilité de faire un suivi directement sur le paramètre. Donc là, c'est juste la présentation de différents modules. C'est non exhaustif évidemment, mais on a des passeurs de type circulaire avec des carousels sur lesquels vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 104 échantillons. Il y a des passeurs d'échantillons de type XYZ sur lesquels on utilise des carousels. Donc là, pour le coup, on peut aller de 240 jusqu'à 720 échantillons sur les carousels avec des tubes de 5 ml ou 10 ml. Sur les différents types de passeurs, il y a la possibilité d'ajouter des diluteurs pour avoir soit une préparation de gamme automatisée, soit des analyses post-dilution. Donc, si l'échantillon est en dehors de la gamme, vous aurez bien évidemment des post-dilutions. Il y a... Hop. Il y a des modules, vous avez des modules d'automatisation également pour pouvoir démarrer, arrêter, enfin vos analyses. Alors, démarrer, arrêter en automatique, c'est pas réellement vrai, mais l'idée est plus de pouvoir finaliser une analyse pendant la nuit ou de la démarrer avant qu'on arrive au laboratoire pour perdre le moins de temps possible, entre guillemets, parce qu'il y a toujours un temps de lancement sur du flux continu. Et enfin, du coup, il y a ces consoles analytiques qui sont indépendantes les unes des autres. Une console fait un paramètre. Donc, par exemple, si on prenait l'exemple d'un TNTP qui est assez courant, bah, vous avez deux différentes consoles, une sur laquelle vous analysez les phosphores totaux, une sur laquelle vous analysez les azotes totaux. Et après, on appelle ça du flux continu parce que l'échantillon, si le pré-traitement d'échantillon, c'est-à-dire la conservation, est la même,
la ligne d'échantillon, le passeur relie les deux consoles et donc votre échantillon se divise entre l'azote et le phosphore total. Bien entendu, dans des quantités qui sont toujours les mêmes, gérées par des pompes péristatiques et des tubes de diamètres différents. Il faut savoir que, comme je vous disais tout à l'heure, la technologie de flux continu est quand même pas quelque chose de récent. Et du coup, toutes ces méthodes sont normalisées. Elles font l'objet de différentes normes, notamment, par exemple, on disait sur les azotes totaux ou les phosphores totaux, vous avez différentes normes avec des digestions UV, où il y en a qui ont des méthodes avec des autoclaves, et le tout est normalisé et utilisé depuis des années et des années. Euh, que ce soit sur le flux AMS ou les séquentiels AMS, on a plusieurs clients qui utilisent ce genre de technologie depuis des années et des années, et même d'autres. De manière générale, cette technologie est très utilisée pour ces analyses. Allez, hop. Alors, si on rentre en détail plus sur la console elle-même, donc une console dédiée sur laquelle vous avez la possibilité d'avoir des bains-maries. Alors voilà, on voit là, c'est centralisé sur la petite photo. Vous voyez en haut à gauche, vous avez centralisé un bain-marie. Les bains-maries sont thermostatés, évidemment à la température en fonction de la méthode, hein. Vous avez des modules externes de digestion, de distillation, donc on a pu vous montrer au préalable, sur lesquels vous aurez des distillations, des digestions UV. C'est globalement ça. Vous avez la possibilité d'avoir des dialyseurs, l'ensemble des mélanges, etc., qui correspondent à des temps de réaction, des temps de mise en contact des réactifs avec les échantillons. Tout ça, c'est dans du verre. C'est des mélanges qui se font dans des bobines en verre, en quartz ou en verre. Donc en quartz quand c'est dans l'UV et en verre plus classique quand c'est normal. Donc sur le Futura, vous avez également des écrans qui sont intégrés avec un contrôle direct via un clavier. Donc à l'avant de la console, vous avez un clavier, vous avez la possibilité de gérer la pompe, l'arrêt, le démarrage par le clavier. Et vous avez des tiroirs dans lesquels vont se retrouver des bidons pour les réactifs, parce que vous aurez à préparer, selon les méthodes, de 5 à 6 réactifs qui seront dans des bidons de 500 ou 250 ml afin d'avoir une autonomie. Globalement, une fois que vous avez rempli votre bidon, vous avez largement l'autonomie pour la journée, hein, ça, il n'y a aucun souci. Et donc, les réactifs, et tout permet d'être vraiment compact, ça ne traîne pas sur la paillasse. Vous n'avez pas des béchères de réactifs. Voilà. L'idée, c'est d'être compact. Les produits, ça reste des produits chimiques. Ils sont rangés dans les tiroirs. Voilà, vous avez. L'idée est vraiment d'avoir des choses compactes, bien compactées et bien rangées. Donc, il y a possibilité avec un PC de gérer jusqu'à 14 consoles. Donc, à savoir, ça veut dire qu'on peut lancer un échantillon et avoir 14 résultats. Donc ça va avoir un fort impact dans la cadence, hein, parce que du coup, un échantillon, vous aurez tout de suite les 14 résultats plus ou moins en même temps. D'accord? Donc ça sera différent d'une technologie de type séquentiel ou de certaines chromatographies où vous allez faire d'abord le NO3, puis le NO2, par exemple. Là, sur du flux continu, vu qu'on va travailler en parallèle, en fait, vous aurez les résultats. Votre échantillon, il va partir à la fois dans le NO2, à la fois dans le NO3, et vous aurez vos résultats quasiment en simultané. Donc là encore, c'est un zoom, donc on voit mieux le bain-marie, on voit le principe de la verrerie, vous avez des pompes péristatiques pour lesquelles vous avez des gestions de vitesse. Euh, Vous avez la possibilité de mettre en basse vitesse quand vous voulez ne pas gâcher du réactif, mais pas non plus rincer. C'est-à-dire que vous savez que vous allez relancer des échantillons dans l'après-midi, par exemple. Euh, Vous voulez attendre 1 heure et vous n'avez pas envie de tout rincer, bah, vous pouvez mettre en réactif avec une consommation très faible, en vitesse lente. Vous avez une vitesse de pompe normale qui vous permet de faire vos analyses et une vitesse de pompe rapide qui va vous permettre de faire le rinçage ou l'amorçage en réactif en début ou en fin de journée, évidemment. Vous avez donc les bains-maries, on peut voir la verrerie, on peut suivre le schéma. Donc tout à l'heure, on avait une présentation dans des schémas hydrauliques. Donc voilà, vous avez des tubes de pompe avec des couleurs. Les couleurs correspondent à des diamètres.
Les diamètres, du coup, vous donnent un débit. Et donc, ça vous fait, c'est là où vous trouvez vos ratios de les quantités de réactifs, les quantités d'échantillons, les uns par rapport aux autres. On voit qu'on a toujours l'écran, du coup, on le voit bien. On a les détecteurs. Donc, au fond, là-bas, on a donc la cuve de mesure. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que sur du flux continu, le gros avantage, c'est que c'est très modulable. Aujourd'hui, on a des flux continus qui ont des cuves de mesure. Donc, on est basé sur la loi de Berlambert. Donc, A égale epsilon LC. Globalement, le C, on va le vouloir le plus bas possible quand on va aller chercher des agréments. Le A, bah, ça va être la résultante. Et donc, par exemple, sur le flux continu, contrairement à d'autres technologies, on va avoir la possibilité de jouer sur le L. À savoir qu'aujourd'hui, il existe des cuves de mesure sur flux continu qui vont de 5 mm jusqu'à 1 mètre. Et je crois même qu'il y a 2,50 m. Alors, je ne suis pas sûr que nous, on l'ait appliqué parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Mais voilà, on a des cuves de mesure qui peuvent aller à 1 mètre, ce qui permet forcément de fortement diminuer la limite de quantification atteignable. D'accord? Alors là, on est dans le cadre des eaux usées plutôt, donc les limites de quantification ne sont pas réellement le problème, parce qu'on est plutôt sur des limites de quantification élevées. Mais voilà, si jamais vous avez par exemple sur des cyanures ou des choses comme ça, quand on est sur d'autres paramètres, on peut avoir des limites de quantification qui sont très très faibles, inférieures même à ce qui est indiqué dans les normes vis-à-vis des agréments. Et du coup, on sera très intéressé de pouvoir jouer sur cette longueur de cuve qui nous permettra de baisser nos limites de quantification. Alors là, je vous ai juste, il y a juste une image du logiciel. Donc, il faut savoir que le Futura et AMS a beaucoup investi dans ces logiciels depuis 2015-2016 pour avoir une charte graphique commune. Donc là, c'est juste une image du logiciel pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble une analyse de flux continu, hein. Donc, on voit le côté continu, on mesure tout le temps. Donc, on a la ligne de base et puis après, on voit les pics correspondant aux échantillons. Et donc, on mesure une coloration. Et donc, on monte et on descend en fonction, parce qu'on alterne de l'échantillon et du rinçage. Donc, les logiciels ont été tous revus, que ce soit sur les séquentiels ou sur les flux continus, depuis 2016, ce qui permet une homogénéisation des logiciels déjà de la marque, donc une identité visuelle qui est assez facile. Et aussi qui permet d'avoir des logiciels qui sont très adaptés, entre guillemets, à 2022, avec toutes les fonctions d'exportation, de LIMS, de modification que permettent des logiciels d'aujourd'hui. Alors, sur la technologie et sur le colorimètre, donc le colorimètre, forcément, c'est de la spectrophotométrie, hein. Donc, on va avoir une lampe on va avoir le faisceau lumineux va être focalisé à l'aide de lentilles. On va traverser du coup une cuve avec un trajet optique défini. Donc, je vous disais, c'est là où aujourd'hui on varie de 5 mm à 1 mètre. Alors, c'est pas 1 mètre en long, je vous rassure tout de suite, vous n'avez pas à mettre 1 mètre de paillasse, hein. C'est des cuves c'est des cuves. Comment c'est le mètre est cyclé, entre guillemets. Bon, ça fait quand même une belle cuve, ça doit faire quand même bien 25 cm de large. Mais voilà, on n'a pas on a besoin d'1 mètre d'espace. Donc ce trajet optique. Et ensuite, une des spécificités chez AMS, chez Alliance à l'origine et chez AMS dorénavant, c'est qu'on utilise pas toujours, mais assez régulièrement, deux filtres. Donc un pour la mesure, qui est le filtre normatif, bien entendu, c'est celui qui est censé voir la couleur. Et un autre filtre qui a une longueur d'onde différente, qui va permettre, dans un premier temps, de minimiser le rapport signal sur bruit. Enfin, non, pardon, de minimiser le bruit et d'améliorer le rapport signal sur bruit, évidemment. Et aussi qui peut avoir un impact dans le cas d'interférence sur une longueur d'onde, sur la longueur d'onde du coup, du filtre de référence. Donc là, on visualise sur la photo, vous avez la lampe à gauche, la cuve au milieu, et donc la partie détecteur avec les deux filtres sur la droite. Donc, dans le cadre de l'analyse des effluents, là, pour le coup, on est vraiment sur la sortie, hein. Donc, quand on a fini notre traitement, on va dire, avant de sortir, on va vérifier que l'eau
soit conforme aux agréments. Et donc là, c'est un tableau qui s'est basé sur les agréments datant de 2019. Parce que je suis pas sûr qu'à ma connaissance, je suis pas sûr qu'il y ait des nouveaux, mais bon, c'est possible qu'aussi. Et voilà les paramètres qui sont demandés avant de pouvoir sortir avant de pouvoir rejeter les eaux après traitement, pardon. Et là, on vous a mis les analytes qui sont tout à fait analysables avec un analyseur de type séquentiel. Donc, je vais revenir sur la technologie un petit peu après. Euh, donc, vous avez notamment la couleur, l'azote Gjalbal, alors avec pré-traitement par contre, la conductivité, les ions ammonium, les ions chlorure, les ions sulfate, les ions nitrites, les ions nitrates, les phosphores trotto avec pré-traitement par contre, les aluminiums, les chromes, les cyanures avec pré-traitement, les fers, les manganèses, les phosphates, le phénol avec pré-traitement, les fluorures, les zincs et les cuivres. Voilà, donc tous ces paramètres-là, là pour le coup, on est en sortie de station d'épuration. C'est des paramètres qui peuvent être analysés avec des analyseurs séquentiels. Celui d'AMS, c'est le SmartChem. Et on atteint tout à fait avec cette technologie les limites de quantification qui sont demandées par les agréments. Voilà, là, on n'a pas de souci. Donc, il y en a quelques-uns qui ont été cités. Donc, ça, c'est des mesures qui sont atteignables avec de l'analyseur séquentiel. D'accord? Là, on est sur des échantillons, du coup, qui sont plus propres, on l'espère, en sortie de traitement. Et du coup, l'analyseur séquentiel va bien se prêter à ce type d'échantillon parce qu'il y a moins besoin de pré-traitement quand même si certains paramètres, type phénol, cyanure et les différents phosphores totaux et azote totaux, si vous voulez les analyser en séquentiel, nécessiteront forcément un pré-traitement. Le séquentiel ne faisant que la partie colorimétrique pardon, de l'analyse. Donc, le principe d'un analyseur séquentiel, en fait, c'est vraiment le principe, c'est la spectrophotométrie, hein. C'est comme un spectrophotomètre UV visible manuel, mais à part qu'il a un bras, donc il remplace l'humain avec son bras. Et donc le principe de fonctionnement, ça va être une lampe, encore une fois, hein, et cette lampe, elle va éclairer, il va y avoir une roue à filtre sur un SmartCam, vous avez 9 filtres. Et donc, la lampe va passer par le filtre et en fonction de la méthode, donc de l'analyse qu'on souhaite réaliser, par exemple, si vous faites des nitrites nitrates, vous serez à 543 nanomètres. Et ensuite, vous allez donc traverser le chemin optique de votre échantillon, qui est une cuvette de 1 cm. Pour le coup, là, on est sur un format qui n'est pas modulable. Et ensuite, vous aurez un détecteur. Donc, le spectrophotomètre de type d'analyseur séquentiel, là, c'est vraiment un spectrophotomètre UV visible assez classique. Mais l'intérêt, c'est qu'il est automatisé. Donc, c'est-à-dire qu'il remplace votre bras. Il respecte les timings, il respecte les volumes. Et on est aussi sur du micro-volume par rapport à ce que peut être un spectrophotomètre manuel, où on a des cuves de 1 sur 1. Là, on a des cuves qui font 1 de longueur de trajet optique, mais par contre, qui sont beaucoup plus fines, hein. On doit être à 3 mm de large. Alors, sur le AMS, du coup, a une gamme de SmartChem assez complète, enfin complète même, je ne sais pas pourquoi, assez. Du coup, aujourd'hui, le nouveau-né, c'est le 210 qui remplace l'historique 200, même si je crois que le 200 existe toujours, mais c'est pas grave. Vous avez donc le 210, le 450 et le 600. Ce qui va vraiment dépendre de l'intérêt de l'analyseur, ça va être le nombre d'échantillons et la cadence souhaitée. Le 210 va être pour une capacité d'échantillon qui va être un peu moindre. Il va aller moins vite en fait que le 450, qui lui-même va aller beaucoup moins vite que le 600, pardon. Donc le 600, il peut recevoir jusqu'à 200 échantillons chargés. Le 450, il peut recevoir jusqu'à 100 échantillons en charge. Et le SmartCam 210, il peut recevoir jusqu'à 60 échantillons. Après, sur la partie optique, on est très proche, hein. On a des roues à filtre, on a le même type de lampe, le même type de détecteur globalement. On va avoir différentes bouteilles de réactifs, la possibilité ou non de réfrigérer les réactifs.
selon le type de modèle qu'on va choisir. Et après, vous allez avoir des options. Donc sur le matériau des cuvettes, AMS a développé des cuvettes en verre optique, en quartz, euh, pour certaines applications, mais aussi pour pouvoir, avec l'espoir d'abaisser les LQ atteignables. Alors, encore une fois, sur les eaux usées, c'est pas forcément le nerf de la guerre. C'est plus vrai pour des eaux propres. Voilà. Pour les eaux de surface ou ces choses comme ça, où on va vraiment aller encore plus bas en termes de LOQ. La spécificité des smart cam, contrairement à certains de ses concurrents, dirons-nous, c'est la possibilité, c'est pas la possibilité, c'est le fait d'avoir des cuvettes réutilisables. Mais je crois qu'on va traiter ce sujet un peu plus tard. Voilà. Donc, les cuvettes réutilisables, donc c'est un des sujets donc, qui va différencier le SmartCam de chez AMS d'autres concurrents qui utilisent des cuvettes jetables. Donc, l'intérêt des cuvettes réutilisables, il est, on va dire, principalement écologique et économique, à savoir que vos cuvettes, là, les cuvettes, si vous êtes sur des cuvettes de type polymère, c'est des cuvettes qui sont utilisées 1 an. Si vous êtes sur des cuvettes de type verre, aujourd'hui, on est parti sur l'idée que c'est à vie. Euh, on manque encore un peu de recul pour vous dire si à vie c'est vrai. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas à 1 an, on est à beaucoup plus et peut-être à vie, on verra ça. En tout cas, à vie d'appareil, disons. Donc voilà, l'intérêt, il est là. L'autre intérêt des cuvettes réutilisables, c'est une vraie autonomie de l'appareil. Alors, une autonomie partielle, c'est-à-dire que là, l'appareil ne va jamais s'arrêter par manque de cuvettes. Maintenant, qui dit des cuvettes réutilisables, dit quand même des solutions de lavage des cuvettes. Donc, il y a quand même un moment où l'humain est nécessaire, hein. On ne peut pas complètement remplacer l'humain. Mais voilà, l'idée, c'est que vous ne soyez pas obligé d'être derrière votre appareil parce que vous avez lancé beaucoup d'analyses. Si vous avez rempli en conséquence les solutions de lavage, votre appareil peut tourner en autonomie. Donc ça, c'est aussi un avantage. Donc les cuvettes, elles sont à 37 degrés. Ça, c'est pareil. Il faut savoir que sur le SmartCam, donc c'est une technologie qui n'est pas récente, mais qui est un peu plus récente que le flux continu, voire beaucoup plus récente que le flux continu, notamment dans son utilisation environnementale. Mais quand même, depuis une bonne dizaine d'années, je crois qu'il y a une norme qui est arrivée. Donc, tous les ions d'intérêt type PO4, NO2, NO3, NH4 font l'objet d'une norme, la 15923-1, donc qui vous permet quand même de suivre la norme, etc. Et même maintenant, depuis quelques années, c'est pareil, maintenant ça fait quelques années, des ions un peu plus exotiques de type des métaux font l'objet de la norme 15923-2. Donc l'analyseur séquentiel maintenant est un analyseur qui est reconnu et qui est utilisable dans les laboratoires, même si vous voulez suivre la norme avec rigueur, c'est tout à fait possible dorénavant. Enfin, depuis quelques années déjà, hein, mais on va dire que c'est vrai que c'est passé peut-être plus inaperçu que sur le flux continu, les normes existent depuis très longtemps. Alors, du coup, on a écrit les processus de réaction, la dilution de la solution mère. Donc oui, là, dorénavant, sur les smart cam de nouvelle génération, les dilutions de solution mère, les dilutions d'échantillons en post-dilution se font directement dans les cuvettes. Il n'y a plus besoin d'avoir de godets vides. Donc ça permet aussi une grande autonomie. On a des cuvettes de 10 mm, des modules de lavage et des règles spéciales de lavage. Voilà. Un contrôle quotidien du WBL. Donc voilà, ce qui fait peur évidemment sur des cuvettes lavables et réutilisables, c'est la contamination, hein. C'est vraiment le point le plus inquiétant. Et donc ça, il faut savoir que le gros intérêt d'utiliser des cuvettes réutilisables, c'est qu'on est obligé de les vérifier tout le temps, hein. Donc contrairement à des cuvettes jetables qui sont jugées propres par défaut, là, nous, on s'assure bien évidemment qu'elles soient propres parce qu'on n'a pas le choix, avant de les utiliser, d'être sûr qu'elles soient bien lavées. Donc pour ça, il y a différents contrôles qui existent sur le SmartCam. Vous avez un WBL qui a un Water Blank Level, donc qui va vous permettre tous les matins de vérifier que votre cuvette est conforme, c'est-à-dire on va la tester à tous les filtres de mesure sur de l'eau et on va vérifier voilà, que nous sommes bien dans les teneurs acceptées, le nombre de points est bon, etc.
On va également avoir, après chaque utilisation de la cuvette durant le run, bien entendu, des tests pour vérifier avant de réutiliser une cuvette qu'elle soit conforme. Et là, sur le petit schéma sur la petite photo qui est montrée du logiciel, on voit qu'il y a une cuvette qui est rouge. Bah, ça, c'est une cuvette qui n'aurait pas passé le test. Donc, cette cuvette, par défaut, elle ne pourra pas être utilisée pour faire une nouvelle analyse. Voilà. Donc, pour vous montrer, là, c'est juste un exemple de ce qui a pu être fait. Je ne vous dis pas juste qu'on a fait des tests à l'eau. Hein, voilà, on a fait des vraies études. Donc là, c'est une étude qui avait été faite sur l'impact du PO4. Donc, pour vérifier, on mettait des échantillons à 1 gramme par litre dans une cuvette. Et puis derrière, on venait chercher un blanc ou la LOQ. En l'occurrence, là, c'est pas moi qui ai fait le test. Donc celui-ci, je ne sais pas. Mais là, en l'occurrence, il venait chercher 0,05. Et ça a été fait. Donc ce test, il a été fait sur le PO4. Il a été fait sur le NH4, qui était l'une des plus grosses frayeurs. Et à chaque fois, on a remarqué qu'il n'y avait aucun problème. Après le lavage de la cuvette, on n'avait jamais de contamination. D'accord? Et encore une fois, là, on a une vraie possibilité de suivre nos cuvettes au jour le jour et de vérifier tout ce genre de contamination. Il y a des règles de nettoyage des cuvettes. On peut faire des nettoyages avec des liquides spéciaux. Donc vraiment, il y a énormément de choses qui vont permettre de tester, de vérifier, d'être sûr d'être conforme avant de faire une analyse. Alors, un autre module qui voulait être présenté disponible sur les SmartChem, c'est le module de réduction des NO3. Donc, il faut savoir qu'en analyseur séquentiel, globalement, vous avez 3 principales méthodes, on va dire 4 méthodes, mais la quatrième est vraiment pas encore dans les mœurs, on va dire. Les 2 principales méthodes d'analyse des NO3, ça va être l'hydrazine, évidemment, et le module de cadmium. Donc, le module de cadmium, c'est une option qui n'est pas fournie par tous les types de séquentiels. Nous, on a fait le choix de l'avoir. Donc, c'est très pertinent dans certaines matrices, notamment toutes les matrices sol ou les matrices qui contiennent des fortes teneurs en chlorure, parce que l'hydrazine va avoir un vrai problème si votre matrice est très très fortement chargée en chlorure. Le cadmium, pour lui pour le coup, est affranchi de ce problème. Donc ça, c'est un vrai plus. Voilà, donc là, on vous a montré alors, des alternatives. Bon, il y a beaucoup de logos qui font peur parce que l'hydrazine n'est forcément pas terrible. Après, on va pas se mentir, le cadmium, c'est pas non plus la panacée. De toute façon, pour la réduction du NO3 en NO2, on utilise forcément des produits qui ne sont pas forcément terribles. Hein. Donc, les autres alternatives, ce sera le vanadium, qui est aussi une méthode qui est disponible, mais qui, pour le coup, n'est pas dans la norme. Et vous avez également des méthodes enzymatiques qui sont testées, qui ne fonctionnent pas trop mal, après qui ont des coûts de fonctionnement assez élevés et qui ne s'adaptent pas à toutes les matrices. Il faut quand même des eaux plutôt propres pour éviter d'avoir des problèmes sur les populations d'enzymes. Donc voilà, les modules de cadmium sur les SmartChem sont toujours en option. Voilà. Et on a des options, on a un autre module du coup qui est disponible, qui est un module qui permet la mesure de pH, de conductivité et de redox. Donc ça, ce n'est pas disponible sur le SmartChem 210, mais c'est disponible sur les 2 autres SmartChem. Donc voilà, vous avez un module qui est intégré dans l'appareil, hein, c'est transparent pour vous. Il faut juste préciser que vous le souhaitez. Mais du coup, vous avez la possibilité d'avoir votre échantillon en mesure simultanée, le pH, la conductivité et le redox sur un échantillon. On a du coup sur les appareils des chambres de réactifs. Donc, selon les appareils, vous avez différents nombres de positions de réactifs. C'est des flacons globalement qui font 50 millilitres. Vous avez la possibilité d'avoir du 25 ou du 50. Pour les principaux paramètres, notamment ceux qui sont normés, AMS fournit des réactifs qui sont dits prêts à l'emploi, mais on a également la possibilité vous avez juste la possibilité de préparer par vous-même vos réactifs et de suivre la norme. Les réactifs qui sont fournis par AMS sont évidemment sont conformes à la norme, évidemment, mais après, vous avez tout à fait la possibilité d'adapter votre méthode avec vos réactifs. Ça, c'est une possibilité qu'on a laissée ouverte, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'utiliser nos réactifs. Que ce soit pour les réactifs ou pour les échantillons, il y a des lecteurs de code barre pour faire de l'automatisation si vous êtes à grande échelle.
Ensuite, là aussi, on va faire assez rapidement sur le logiciel, hein, parce que c'est pas non plus une présentation de logiciel, mais vous avez des programmations de méthodes, vous avez un logiciel qui est très récent, 2016-2017, qui sont toujours en soutien, qui sont un peu du même acabit que celui du flux continu ou d'autres logiciels fournis par AMS, et donc qui permet d'avoir une vraie uniformité dans la gamme. Donc là, l'intérêt, c'était de dire qu'on pouvait préparer des échantillons. Enfin, un séquentiel peut faire les gammes d'étalonnage. On part d'une solution stock et l'appareil fait les gammes, évidemment. Euh, on a aussi la possibilité de fournir des seuils de minimum et de maximum pour avoir des alertes. On a la possibilité de fournir des R carrés minimum d'acceptation et en cas d'échec, d'avoir des actions automatiques, etc. Donc le logiciel est vraiment très complet. Euh, voilà. Et là, sur les courbes d'étalonnage, voilà, c'est encore une image du logiciel pour montrer que on peut utiliser des courbes d'étalonnage précédentes, on peut modifier les courbes d'étalonnage, on peut exclure des points. Bon, tout ce qui est disponible aujourd'hui sur un logiciel, on va dire, à la pointe, est disponible sur ces logiciels qui, encore une fois, sont vraiment très récents et plutôt très bien faits. Voilà pour moi. Du coup, j'ai été un peu long, mais c'est pas grave. Donc, il va nous rester quelques minutes pour les questions-réponses. Donc, si vous avez des questions-réponses, je vous laisse les poser dans questions et réponses. Et je vais me faire un plaisir d'y répondre maintenant. Alors, par contre, je lis peut-être les questions et j'y réponds à haute voix. Delphine, telle est la façon de faire. Je vais peut-être pas répondre en un pour un, ça va peut-être pas être formidable. Alors, du coup, la question de Monsieur Cabane. Pour l'analyse du paramètre genre cyanure et indisphénol, qu'est-ce qu'il est conseillé en termes de setup? Un module de distillation, comme Longdorg cuve, qu'est-ce que vous conseillez? Alors, sur du cyanure et du phénol, alors en termes de setup, je suis pas bien sûr de comprendre la question. Du coup, ce que je vais pouvoir vous dire, c'est globalement, cyanure et phénol, ça va vraiment dépendre de la limite de quantification que vous allez vouloir doser. Le module de distillation, nous, c'est ce qu'on fournit comme méthode. On est sur la distillation. Donc, on a un module de distillation qui est pour les cyanures. On est sur une distillation à 125 degrés. Pour les phénols, on est sur une distillation à 155 degrés. Sur les cyanures, vous aurez aussi un boîtier UV si vous faites des cyanures totaux. Après, pour la longueur de cuve, donc ça, c'est la question, encore une fois, qui est liée à ce que vous allez vouloir détecter comme LOQ. Pour vous donner une idée, la norme actuelle, je crois que la LOQ qui est dans la norme, elle doit être à 10 ou à 50 microgrammes par litre. Dans la norme, attention, pas dans les agréments. Euh, pour ça, une cuve classique, ça marche très bien. Maintenant, je sais qu'avec certains partenaires, nous avons mis la cuve de 1 mètre et la cuve de 10 centimètres, donc qui sont deux cuves additionnelles que nous proposons. Et ça vous permet une grande largeur sur la LOQ si vous voulez juste respecter la norme, c'est-à-dire que vous la voyez vraiment très très facilement sans aucun problème et vous permettez de descendre bien plus bas. Donc, ce qui peut être très intéressant à différents niveaux selon ce que vous faites comme activité. Soit si vous voulez gagner des appels d'offres en disant que vous avez une LOQ qui est beaucoup plus basse, on peut descendre largement en dessous du 1 ppb, enfin 1 microgramme par litre en cyanure avec une cuve adaptée. Ouais. Donc, globalement, ce que j'aurais à conseiller, c'est ça va dépendre de dans quel cadre vous voulez faire cette analyse. Euh, mais aujourd'hui, je pense que sur les cuves de 10 centimètres, c'est vraiment pas mal pour ce qu'on fait comme analyse. La cuve d'1 mètre, ça va être vraiment poussé pour aller très très bas, à mon avis. Pour les eaux usées, préconisez-vous de diluer l'échantillon pour l'analyse en indice phénol afin d'éviter l'encrassement de l'appareil? Alors, diluer l'échantillon, pas forcément. Euh, Filtrer l'échantillon, oui. Diluer, c'est risqué. Parce que si vous êtes sur une teneur faible, en fait, en diluant, vous allez moins voir et du coup, vous risquez d'être inférieur à vos limites de quantification. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les eaux industrielles, notamment les eaux fortement chargées en tensioactifs, alors c'est pareil, c'est pas dans la norme, mais c'est pour moi le seul moyen de le faire fonctionner. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte une double distillation. C'est-à-dire que vous distillez votre échantillon une première fois et vous le redistillez. Vous distillez le distillat
ce qui vous permet d'éviter un effet matrice qui empêche la bonne quantification de l'échantillon. Et ça, pareil, pour l'avoir testé dans des usines ou dans des eaux industrielles assez chargées, permet d'avoir une limite de quantification qui est tout à fait honnête et évite les problèmes que vous indiquez. Après, par contre, pas diluer, mais par contre filtrer assez régulièrement. Si vraiment vos eaux sont chargées, c'est une étape qui est nécessaire. Et ça, pour le coup, on peut pas l'automatiser, enfin, on l'automatise pas avec du AMS. Faut filtrer avant de mettre sur le passeur d'échantillon. Bon, bah, merci à tout le monde et puis bonne continuation.